Là où je pose ma main, il n'y a rien pour l'instant. J'accepte de laisser le temps au temps et j'espère que demain, ton petit cœur battra en mon sein, que ce ventre vide, tu le rempliras. Ça, c'est un cri d'espoir, un cri de cœur d'une femme qui veut simplement devenir maman, le plus naturellement du monde et qui attend obstinément l'arrivée d'un bébé. Avoir 100 bébés. Quoi de plus légitime, direz-vous? Voilà le côté dramatique de l'infertilité, un terrible sentiment d'impuissance ressenti et mal vécu par beaucoup de couples, enfin par beaucoup de femmes surtout. Bonsoir, nous sommes dans la deuxième partie de notre émission sur l'infertilité masculine, toujours avec le professeur Bouya. Quel est le traitement envisagé pour l'homme dans le cas de l'infertilité, professeur? Vous savez, en médecine, le traitement dépend souvent de la cause. Le traitement dépend de la cause. Quand vous avez déterminé la cause. Donc, nous commençons dans notre démarche à déterminer la cause. Et s'il s'agit d'une infection, on traite généralement, si c'est une infection récente, on traite avec les antibiotiques. S'il s'agit d'une cause immunologique, on donne aussi un traitement médical, on donne les corticoïdes. S'il s'agit d'une insuffisance des hormones mâles, on donne aussi un traitement à base d'hormones mâles, de testostérone. Mais attention, à ce propos, je vais quand même attirer l'attention de mes confrères. Certains confrères qui prescrivent systématiquement un androgène quand un patient arrive pour une infertilité. Je pense qu'il faut d'abord faire un minimum de bilan pour savoir que l'infertilité est due à une insuffisance d'hormones mâles pour prescrire l'hormone. Souvent, les gens prescrivent un produit comme le Proviran. Je vois mes confrères gynécologues, ils le prescrivent comme un peu systématiquement. Il faut commencer par un minimum de bilan, voir que le taux de testostérone est abaissé. Et ensuite, à un certain âge, à partir de 50 ans, avant de prescrire la testostérone, que ce soit injectable ou orale, il faut examiner et faire attention à la prostate. Parce que quand on prescrit les médicaments à base d'hormones mâles, souvent on peut faire flamber un cancer de la prostate. Donc, on ne doit pas prescrire sans avoir fait un bilan prostatique des androgènes à un homme. Je me suis un peu attardé sur cela parce qu'on se rend compte souvent en pratique courante que c'est systématiquement prescrit. Là, je vous ai donné quelques éléments de traitement médicaux, mais je vous ai aussi, dès le début, donner des explications sur l'anatomie. S'il y a des causes obstructives, les causes obstructives au niveau des voies spermatiques, il faut faire un traitement chirurgical. S'il y a un obstacle au niveau de la queue d'édime, il faut court-circuiter, faire le branchement entre l'épididyme et le déférent, ce qu'on appelle souvent l'anastomose épididymodéférentielle.
S'il y a des obstacles au niveau de la sortie des canaux éjaculateurs au niveau de la prostate, il faut réséquer cette prostate pour libérer les canaux. Il y a des interventions chirurgicales à faire là quand il y a une obstruction. Voilà sur le plan chirurgical les obstructions. Mais aussi, quand il s'agit d'une varicocèle, on peut soit faire une intervention chirurgicale classique, on ligature les veines qui sont les veines spermatiques pour que celles qui sont dans le scrotum diminuent et la chaleur aussi diminue. On peut faire ce traitement par chirurgie classique, mais actuellement en Europe, il y a des techniques mini-invasives, c'est-à-dire qui sont moins dangereuses, notamment la scléroembolisation. On injecte par la veine fémorale, on fait passer un cathéter et on injecte un produit sclérosant qui va donc scléroser toutes les veines dilatées. Et c'est un geste qui se fait en ambulatoire dans les grands pays. Vous entrez le matin, le soir, vous ressortez. Ah, ici, au Congo, ici nous ne faisons que la chirurgie classique. Sinon, voilà, les causes sont connues et que l'on peut faire un traitement à ce niveau. Malheureusement, parfois, le spermogramme vous donne un nombre de spermatozoïdes tellement bas que vous ne pouvez pas espérer avoir grand-chose avec ces traitements. Je vous rappelle que le nombre de spermatozoïdes normaux va de 15 millions à 200 millions par millilitre. Il y en a beaucoup, mais il y a à la fin du parcours un seul qui doit aller féconder l'ovule. Vous voyez? Le plus courageux. Voilà. Le plus vigoureux. Le plus vigoureux, peut-être. Si le taux de spermogramme est bas, on n'a pas assez de chance avec les premières techniques qu'on vient de vous décrire. Actuellement, il y a les nouvelles techniques qu'on appelle les techniques de procréation médicalement assistée. Oui. Vous pratiquez ici au Congo? Nous ne les pratiquons pas encore parce que nous n'avons pas les équipements adaptés. Nous n'avons pas les équipements adaptés. C'est les nouvelles techniques qui font intervenir l'urologue, le gynécologue, le biologiste et qui permettent d'avoir des grossesses soit par la première technique simple qu'on appelle l'insémination artificielle. On dépose le sperme dans les voies génitales, un peu plus loin au niveau du col cervical pour avoir franchi. Là, on aura déjà franchi la première barrière dans le col, sinon dans la cavité utérine. Et le reste sera tout à fait naturel. Après, nous avons les techniques de fécondation in vitro. La fécondation in vitro, c'est à travers les éprouvettes, si vous voulez. On met les deux gamètes, c'est-à-dire les ovocytes et les spermatozoïdes ensemble. Et s'il y a un embryon, cet embryon est prélevé, sera mis dans la cavité utérine. Et après cette technique, il y a une autre plus pointue, c'est l'injection intracytoplasmique du spermatozoïde. On peut prélever un seul spermatozoïde avec une pipette qu'on injecte dans le cytoplasme de l'ovocyte et il se forme un embryon ou des embryons qui vont être mis dans les voies génitales de la femme. Voilà les nouvelles techniques qui peuvent actuellement résoudre les problèmes d'infertilité quand le nombre de spermatozoïdes est très réduit. Alors l'attente est très active et vous demande, professeur, que faites-vous des 30% de couples infertiles dans le cadre de la prise en charge? Parce qu'il faut traiter l'homme et la femme en ce moment-là. Bien sûr. Oui. Comment vous faites? Comment nous faisons? Oui. Moi, je suis andrologue. Je me limite au traitement de l'homme. Oui. C'est le gynécologue, mes confrères gynécologues, qui vont traiter la femme.
Et c'est bien sûr une équipe. Mais quand on aura... Il y a une complémentarité. Une complémentarité. Oui. Et quand on aura tous ces moyens, tous ces instruments de procréation médicalement assistée, un jour, ça va être toute l'équipe. Il y en a qui font le prélèvement de spermatozoïdes. Oui. Le spermatozoïde peut être prélevé facilement par masturbation, mais les spermatozoïdes peuvent être prélevés par les biopsies testiculaires. Oui. Ça aussi, ça nécessite quand même que l'andrologue soit là. Et ensuite, le biologiste et les gynécologues prennent le relais. Donc, c'est une équipe. Donc j'étais en réunion d'affaires et dans mon travail où j'avais des responsabilités assez importantes et on m'a passé un coup de téléphone de mon médecin qui a insisté pour me parler et qui de manière très rapide m'a dit écoutez, il faut absolument que je vous parle avant de partir en vacances. Voilà, les examens sont définitifs, vous n'aurez jamais d'enfant. Votre mari ne peut pas avoir d'enfant, vous n'aurez donc jamais d'enfant. Je préférais vous donner la nouvelle pour pouvoir partir tranquille en vacances. Voilà exactement les termes avec lesquels il nous a dit ça. L'annonce est froide, sans appel. Pour Véronique, c'est toute sa vie qui bascule. L'envie d'enfant chez une femme, c'est... Je ne pensais pas que c'était si fort avant d'en souffrir. Et je pense même que les femmes qui ont des enfants ne réalisent pas comme c'est fort. Il faut en être privé pour réaliser. Parfois, il m'est arrivé, par exemple, de ne pas pouvoir passer devant un magasin de layettes ou de jouets d'enfants. Je faisais un détour dans la rue pour changer de trottoir. Dans le bus, une femme enceinte, ça me mettait dans une situation... C'était pas de la jalousie, mais c'était de la... Ça réveillait vraiment cette souffrance, j'allais dire des entrailles. Je sentais vraiment le corps en moi, la nature en moi qui me disait « Mais tu dois avoir des enfants, le temps passe, c'est ton devoir de femme et de mère. » Véronique n'aura jamais d'enfant. Durant près de 2 ans, le couple s'enlise dans une sorte d'isolement. Véronique quitte son travail, son mari la regarde souffrir, démunie. Ils ne savent que faire. Quand on a prélevé le sperme, il est stocké où? Dans les grands pays, ils ont les banques de sperme. On peut garder le sperme congelé pendant longtemps. Combien d'années à peu près? Je n'ai pas une idée nette, mais très longtemps, parce que même un post-mortem, si on a laissé un testament, on peut venir toujours prendre le sperme de son mari pour une éventuelle insémination. Mais chez nous, nous n'avons pas encore toutes ces installations. Certains pays africains ont commencé timidement. Bon, normalement, ils doivent avoir les conditions de conservation de ce sperme et de ces embryons. Ils doivent avoir un dispositif permettant de conserver dans les conditions adéquates. Alors, un internaute vous demande, professeur, donner de l'espoir aux couples infertiles ou stériles. À quand cette technique au Congo? Vous avez une idée? On ne peut pas le dire comme ça. On fait toujours des plaidoyers pour que les pouvoirs publics s'investissent. Sur le plan logistique, je pense que c'est un problème de volonté politique. Il suffit qu'au niveau du ministère, des dossiers soient correctement ficelés et les équipements suivent. C'est faisable, tout en sachant qu'il y a un premier élément, un élément important qui doit précéder la pratique, c'est ce qu'on appelle la loi, le vote de la loi, parce qu'il y a une loi. Oui, il faut tout réglementer, oui. Oui. Sinon il y a beaucoup de débordements. Il faut qu'il y ait une loi votée au Parlement et qui nous autorise cette pratique. Voilà. Ailleurs, c'est correctement encadré par la loi. Professeur, il y a une internaute qui vous demande « Nous essayons de faire un enfant depuis 2 ans sans succès. Mon partenaire refuse le spermogramme. Existe-t-il d'autres examens possibles ?» Il n'y a pas un autre examen plus important que le spermogramme pour poser le diagnostic
d'une perturbation du sperme, autrement dit d'une infertilité liée à l'homme. Ouais, c'est l'élément qui permet de se rendre compte qu'il y a perturbation de tel paramètre. Elle a intérêt simplement à le convaincre pour qu'il fasse l'examen. Vous savez, les conditions d'examen, il suffit de voir les biologistes. Le prélèvement peut se faire au laboratoire. C'est vrai, on demande que ça soit après masturbation, mais ça peut aussi se faire à domicile, après coït interrompu, mais il faut amener l'éjaculat rapidement dans les 30 minutes au laboratoire pour techniquer. Il y a moyen de bien parler avec le biologiste pour créer les conditions d'un prélèvement, c'est tout. Souvent, les hommes qui sont réfractaires à ce prélèvement se disent ils ont déjà fait la preuve de leur paternité. Ailleurs, ils diront qu'ils sont déjà pères d'enfants. Oui. Mais il faut savoir qu'on peut avoir au préalable eu une fertilité normale, mais qui peut se détériorer après. Donc il y a des causes acquises. On peut avoir donc une infertilité secondaire. Donc c'est toujours important de vérifier par un spermogramme pour voir s'il y a eu une cause qui vient récemment altérer la spermatogénèse. Voilà. Une infertilité secondaire peut intervenir comme ça à n'importe quel moment. Je vous ai cité des causes. Vous voyez, ce qu'on appelle la varicocèle, oui, elle peut survenir plus tard, à l'âge de 40 ans ou même plus tôt. Et si au départ, vous avez déjà eu 1 ou 2 enfants et que la varicocèle survient et se met un peu à réchauffer les testicules, à altérer la spermatogénèse, vous ne pourrez plus avoir facilement de grossesse. Si vous avez eu une infection sexuellement transmissible qui a inflammé les voies spermatiques et a obstrué les voies spermatiques, c'est une cause secondaire. Donc, au départ, vous avez bien sûr eu une fertilité normale, mais elle s'est détériorée. Comment se déroule la biopsie de testicules et à quoi sert ce prélèvement? Il s'agit d'une ouverture du testicule au niveau de la bourse. On incise la peau du scrotum, on incise la dernière couche qu'on appelle la vaginale avant d'arriver au testicule. On incise l'enveloppe nacrée qui entoure le testicule pour tomber dans le parenchyme, c'est-à-dire la substance du testicule proprement dite, dans laquelle sont produits les spermatozoïdes. Donc, on prend ce parenchyme, on le prélève, on doit aller analyser pour voir s'il y a des spermatozoïdes dans ce parenchyme. Comment peuvent se comporter ces spermatozoïdes? Parce que même pour les fécondations in vitro ou l'insémination, si on ne trouve pas les spermatozoïdes dans le déférent ou dans l'épididyme, on peut faire un prélèvement testiculaire. Voilà le premier intérêt. C'est prélever dans un but d'insémination artificielle ou encore pour connaître les différentes étapes de la formation des spermatozoïdes. Parce que les spermatozoïdes sont produits dans ce parenchyme. Il y a des étapes de la maturation jusqu'à... ça commence par les spermatogonies et ensuite ça arrive à la dernière étape de maturation. Si on regarde dans le tissu et qu'il n'y a pas un seul spermatozoïde, c'est là où on dit qu'il y a un défaut de fabrication, de sécrétion. C'est ce qu'on appelle l'azospermie sécrétoire. S'il y a des spermatozoïdes, mais dans le sperme, on n'en retrouve pas, on déduit que pendant le cheminement, il doit y avoir un obstacle quelque part, c'est ce qu'on appelle l'azospermie excrétoire. Voilà la deuxième indication de la biopsie testiculaire. C'est pour savoir s'il y a des anomalies de la maturation
des spermatozoïdes, ou encore si on peut prélever les spermatozoïdes pour aller les injecter dans un ovocyte pour la procréation médicalement assistée. Très bien. Alors, les femmes connaissent la ménopause. Peut-on parler pour les hommes d'andropause? Oui, il n'y a peut-être pas la même symptomatologie, mais ce qu'on appelle le déficit androgénique lié à l'âge, ça existe. En ce moment-là, vous êtes... Il y a une diminution, un effondrement du taux d'hormones mâles, c'est ça. Donc vous devenez infertile. Vous devenez infertile, c'est trop dire, mais il y a un véritable impact, surtout sur la virilité. Ah, parlons de virilité. Alors, que dites-vous aux hommes qui abusent des... Je ne veux pas citer le produit parce qu'on n'est pas là pour faire la publicité de certains produits. Les hommes qui prennent des produits justement pour être virils. Est-ce qu'il y a des conséquences directes sur leur santé? Bon, là, nous attaquons, le produit est connu. Nous attaquons un autre volet de l'andrologie. Là, nous passons à la dysfonction érectile. Oui, bon, enfin. Oui, ce que... On devait y arriver. Voilà, la première des choses qu'il faut dire à ces hommes, c'est que ils ont intérêt à se diriger vers un spécialiste des troubles d'érection. Et ce spécialiste, c'est l'andrologue. C'est vous. Si les femmes vont chez le gynécologue, tous les problèmes liés aux maladies du sexe masculin, c'est nous les andrologues. C'est auprès des andrologues qu'ils auront d'abord une approche diagnostique et ensuite on pourra leur conseiller le traitement en tenant compte d'éventuelles contre-indications ou maladies associées, parce que les médicaments ne sont pas toujours anodins et les doses aussi. S'il faut leur demander, c'est d'abord de voir l'andrologue parce qu'il va leur conseiller le meilleur traitement et ensuite les meilleures doses. Mais revenons à ce problème de certains médicaments de la virilité pour lesquels les hommes sont peut-être un peu friands de l'automédication, parce qu'il s'agit de cela. Et il faut que les hommes qui font régulièrement l'automédication prennent les précautions de voir l'andrologue et de voir le cardiologue. Mais c'est vendu librement en pharmacie? Oui, mais là encore, il y a certainement... non, il y a un vrai problème de la vente des médicaments. Parce que les pharmaciens ils devraient savoir qu'il y a des médicaments qui ne doivent pas être en vente libre. Mais c'est en vente libre. Bon, mais si vous l'avez constaté, c'est quelque chose qu'il faudra essayer de revoir avec les ordres. Les ordres des pharmaciens et nous avons l'ordre des médecins. L'ordre des médecins et l'inspection générale au niveau du ministère. C'est des choses à réglementer. Maintenant, pour revenir à ces médicaments, et attention, il y a des médicaments qui ne sont pas très dangereux pour le patient. La plupart des médicaments à base de plantes, les vitamines, ceux-là ne sont pas dangereux. Bon, et ensuite vous arrivez à une autre classe pharmacologique, les médicaments à base d'hormones mâles. Je vous ai parlé déjà des conséquences, des précautions à prendre, surtout au niveau prostatique. Mais enfin, il y a des médicaments, c'est vrai, il y a des médicaments qui ont révolutionné les troubles d'érection. Ces médicaments dans la classe pharmacologique, c'est appelé les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5. Je ne veux pas citer les noms commerciaux. Non, le nom est connu. Voilà, oui. Ces médicaments sont le véritable traitement ailleurs. C'est même devenu dans les grands pays le traitement de première intention de la dysfonction érectile. Mais il faut faire attention, il faut quand même regarder avec les cardiologues. Parce que même la découverte de ces médicaments est partie des recherches en cardiologie.
Alors, ces médicaments ne peuvent pas être utilisés quand il y a un autre traitement cardiologique par les dérivés nitrés. Et ça, si vous prenez ces deux médicaments, vous mourrez par collapsus. C'est quoi mourir par collapsus? Souvent, il y a une chute, il y a une chute de la tension. Oui. Voilà. Oui, oui, oui. Donc ces médicaments, on les utilise, mais il faut qu'ils soient prescrits par les médecins andrologues, en accord avec les cardiologues. Moi, souvent, à partir d'un certain âge, de 40-45 ans, je demande toujours un examen cardiaque, je demande au cardiologue pour voir si ce patient peut prendre ces médicaments qui sont les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5. Parce qu'il y a des contre-indications. Et il y a d'autres, je ne vais pas faire peur à certains patients, il y a d'autres... Faites-nous peur. Il peut y avoir aussi des conséquences au niveau de l'œil, ça arrive, mais surtout au niveau du cœur. Quand quelqu'un a déjà fait un infarctus du myocarde, il doit se méfier. En gros, tout ce qui est maladie liée au coronaire. Vous savez, la dysfonction érectile est souvent même un signe d'appel des maladies cardiaques. Oui, parce bon, que on en a, là, nous nous sommes passés directement sans commencer par l'anatomie, la physiologie. Mais tout ça, pour qu'il y ait dysfonction érectile, qu'il y ait une bonne fonction érectile, il faut qu'il y ait une bonne irrigation artérielle, et qu'il y ait un bon fonctionnement des corps érectiles qui vont s'engorger de sang, c'est-à-dire les corps caverneux et les corps spongieux, mais aussi qu'il y ait une bonne circulation de retour par les veines. Il faut qu'il y ait un blocage complet, un bon blocage pour éviter qu'il y ait des tumescences. Voilà. Donc, ces médicaments, si on revient, et pour couper court, moi je conseille toujours que les cardiologues voient les patients et nous disent si on peut leur prescrire ces médicaments. Et ensuite, il y a des dosages. Il y en a à 25 mg, il y en a à 50, il y en a à 100. Bon, pour les autres molécules, il y en a à 5, 10 et 20. Attention, si vous prenez un comprimé et si vous prenez une dose, pour celles qui ont une dose la plus importante à 20, il ne faut pas dépasser cette dose le même jour pour les besoins de performance. C'est ça qui est dangereux. Et celle dans la dose la plus importante est à 100, il ne faut pas dépasser. Souvent, les gens ont tendance à prendre un deuxième comprimé et c'est là où il y a des complications irréversibles. Mais c'est pour cela que j'attire l'attention. Pour épater, des fois. Oui, quand tu tombes sur une petite, tu veux épater. Existe-t-il d'autres produits aussi efficaces que ce fameux produit dont on ne veut pas prononcer le nom? Ben oui, il suffit de venir chez l'andrologue, vous saurez qu'il y a d'autres médicaments efficaces. Il y a, par exemple, le chlorhydrate d'apomorphine. Il y a d'autres médicaments en injection intra-urétrale. Ce n'est pas une aiguille, hein, mais c'est une substance qu'on peut injecter dans l'urètre, qui sont aussi efficaces. Et surtout, on peut vous dire qu'il y en a qui sont plus puissantes que ces médicaments, oui. Et par voie injectable, on fait ce qu'on appelle les injections intracaverneuses. Les injections directement dans le tissu caverneux du pénis. Et celle-là, contrairement à ces médicaments qui nécessitent une stimulation. Ces médicaments dont on parle nécessitent une stimulation, manuelle ou visuelle. Mais les injections intracaverneuses sont automatiques. Vous injectez, ça démarre au quart de tour. Oui, mais ça tient combien de temps, ça? Ça peut vous aider à tenir combien de temps? Attention, on peut passer même à l'effet inverse qu'on n'aurait pas souhaité avoir. Attention, c'est bien codifié aussi. Là, il faut passer par l'andrologue. Il y a certains médicaments
qui peuvent vous faire passer à une étape, une érection prolongée au-delà de 4 heures et devenue douloureuse, ce qu'on appelle le priapisme. Attention. Et là encore, c'est difficile à régler. Il faut revenir vers l'andrologue. C'est pour cela que tout ça, c'est pas l'automédication n'est pas vraiment conseillée. Professeur, vous avez parlé du traitement de la varicocèle. Statistiquement, ça vous donne quels résultats? Nous avons eu quelques séries et au point de vue des résultats, nous pouvons dire qu'on peut arriver dans les 40% des grossesses, c'est pas rien. Environ 40% de grossesses après cure de la varicocèle. On aurait souhaité avoir un peu plus, mais 40% de grossesse, c'est déjà mieux que rien en matière d'infertilité. Et voilà, parmi les traitements d'une des causes les plus fréquentes. Et je vais me rattraper à la fin pour dire que il y a, après avoir fait tous les bilans, parmi les causes, tous les bilans à la recherche d'une cause, malheureusement, il reste près de 40% des cas d'infertilité masculine qui n'ont pas de cause, dont la cause n'a jamais été retrouvée. Ce qu'on appelle en termes médicaux les infertilités idiopathiques. Voilà, c'est pas si simple. Ça, ça doit être les oncles au village ou les grands-parents, quoi. Non. C'est sûr, c'est la sorcellerie, ça. Et enfin, je vous ai donné le traitement classique. Je ne vous ai pas donné un dernier élément de ce traitement classique. Quand on a tout fait et qu'on n'a rien obtenu, il ne reste plus que l'adoption. Oui, mais l'adoption, il faut une loi aussi. Est-ce qu'il existe une loi ici pour adopter? Tout cela, on devrait tenir compte parce que vous connaissez toutes les filières des gens qui viennent de l'étranger pour venir adopter les enfants dans nos pays et tout. Bon, il faut que ça soit encadré. Je vais poser la question à Mme Raoul. Et votre dernier mot, professeur? Vous avez un conseil à donner aux téléspectateurs? Mon dernier mot, c'est que j'ai voulu essayer un peu de donner des éclaircissements sur cette pathologie considérée pathologie taboue parce que ça n'existe pas dans nos traditions. J'ai voulu donner des explications. D'abord, dire que ça existe. Malheureusement, dans les mêmes proportions que dans les autres pays. Et ensuite, pour les gens qui se reconnaissent dans cette situation, qu'il y avait des spécialistes et un service habilité à traiter ce genre de pathologie. C'est le service d'urologie, andrologie, surtout dans son volet andrologie. Et que l'infertilité masculine, la prise en charge est pluridisciplinaire. Ça doit être un travail d'équipe avec les biologistes, entre les andrologues, les biologistes et les gynécologues. En attendant, la sensibilisation au niveau des médecins généralistes est très, très importante pour mieux orienter ces patients. Et pour leur dire qu'il y a des possibilités de faire des bilans, il y a des possibilités de traitement sur place, ou encore pour ceux qui ont les moyens d'aller à l'étranger, nous pourrons leur conseiller les meilleurs centres ou les meilleurs spécialistes afin de trouver des solutions à ce problème de société qui est vraiment préoccupant. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci, professeur, de nous avoir éclairé sur la question de l'infertilité masculine. C'est vrai que les problèmes d'infertilité peuvent parfois faire naître de terribles sentiments au sein d'un couple. Souffrance, jalousie, colère, dévalorisation, humiliation, méfiance, sentiment de trahison, surtout quand la famille s'en mêle.
Carrefour a demandé l'avis d'un psychologue sur les difficultés des couples qui sont confrontés à cette situation. Il nous a répondu que tout cela est compréhensible. On n'imagine pas combien devenir parent pour un couple fait revenir l'image de leurs propres parents. Il est primordial psychologiquement de faire le bilan du lien à ses parents pour devenir parent à son tour. Parole de psy. Merci, au revoir, à samedi prochain, si vous le voulez. Merci, professeur.